Le Sénat vient de virer à gauche avec l'élection, bien sûr, de sénateurs de gauche qui vont gérer pas mal de dossiers et aussi le dossier de droit de vote des étrangers, donc la minorité visible. Le Parti socialiste s'attelle à mettre en place, bien sûr, une résolution pour que ces étrangers votent en France. Ça sera une très très bonne chose. Le nouveau vice-président du Sénat va nous éclaircir par rapport à ces droits de vote des étrangers. Bonjour et bienvenue sur Afrique Rédaction TV. Nous sommes au Sénat français où nous avons rendez-vous amical avec le vice-président et nous allons assister à une question à l'Assemblée, à la Chambre haute des sénateurs, l'interpellation des sénateurs sur des questions de fonctionnement du gouvernement, et après nous essaierons de voir s'il y a la possibilité d'avoir le vice-président sur 2 ou 3 questions concernant les relations entre le Sénat, les parlementaires du Sénat et les parlementaires africains, ou alors les relations simplement entre la France et l'Afrique. Nous essaierons aussi de savoir s'il est possible dans cet hémicycle d'avoir les attachés parlementaires dont les parents sont issus d'immigration mais qui sont françaises par entière et qui ont un background pour travailler dans une institution aussi prestigieuse que celle-ci. La date. Nous sommes le 10 novembre 2010. Répète, parce que... Nous sommes le 10 novembre 2011. En début d'après-midi, il est 14h. Nous resterons au Sénat jusqu'à peu près 16-17h. Alors ça vous inspire quoi, cette beauté? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. À gauche. C'est pas mal. Super. Ouais. Donc ça va, oui. Je... C'est par là. Bonjour mesdames. Oui, mais vas-y. C'est vous là-bas? Oui, t'es voilà, au milieu, donc... Mesdames et messieurs, merci d'abord de vous intéresser au Sénat de la France. C'est vrai que le 25 septembre dernier, lorsque les électeurs ont fait un choix de changer de majorité, vous l'avez dit madame, ça a été une révolution, puisque pour la première fois dans l'histoire de France, le Sénat a une majorité de gauche, composée de socialistes, de communistes, de radicaux de gauche et de Europe Écologie Les Verts. Donc c'est tout le spectre de la majorité dont nous souhaitons qu'en mai prochain, ce soit la majorité qui dirige le pays, mais ça c'est une autre histoire. Nous sommes là au Sénat. Le Sénat a donc pris beaucoup de place dans les médias tout le mois de septembre et début octobre. C'est la première fois d'ailleurs que dans ce pays, les médias parlaient autant du Sénat. Lorsque l'on regarde la revue de presse qui a eu lieu en un mois, cette revue de presse est supérieure que celle qui a eu lieu sur le Sénat dans tout le mandat précédent. C'est dire l'intérêt que ça a apporté. L'intérêt d'abord pour l'alternance politique, mais pas uniquement. Ça a été déjà un événement. Mais l'intérêt pour de nouvelles orientations mises en place par le Sénat, à 2 titres, l'aspect politique et l'aspect d'organisation interne. L'aspect politique, nous vivons actuellement depuis le 1er octobre jusqu'au 27 février, date de la fin de la session parlementaire, puisqu'après, c'est l'élection présidentielle. Dans cette période-là, c'est donc un moment inédit constitutionnellement, le Sénat n'ayant pas la même couleur politique de l'Assemblée, le président de la République et la majorité actuelle n'ont plus de majorité
des 2/3 constitutionnels pour faire passer de grandes lois, mais surtout, nous le voyons aujourd'hui, par exemple, je présidais ce matin sur le projet de loi de la sécurité sociale. Le projet de loi de la sécurité sociale repart du Sénat, le vote final aura lieu lundi, en charpie. Il n'est plus du tout celui qui a été présenté par le gouvernement. Et nous espérons que cette élection du 25 septembre, l'élection officielle du 1er octobre, soit la rampe de lancement de la campagne de François Hollande et que cela contribue à créer les conditions, pas uniquement nous, à ce que François Hollande soit le prochain président de la République, s'appuyant sur cette majorité-là. Et nous sommes aujourd'hui le laboratoire hollandais, si je puis dire, vous comprenez, le laboratoire de Hollande, ici au Sénat, sur les orientations que nous mettons en place, sur les propositions de loi que nous présentons, que ce soit sur l'administration territoriale et la décentralisation, que ce soit sur le droit de vote des étrangers aux élections locales, que ce soit sur la scolarité des enfants à partir de 3 ans à l'école maternelle, que ce soit sur plein d'autres sujets, et puis sur les sujets budgétaires, sur la sécurité sociale, depuis 15 jours, et à partir de mardi matin, sur le budget de l'État, nous entendons faire les choses différemment du gouvernement et du président Sarkozy. Et puis le deuxième point, je m'en arrêterai là, hormis l'aspect politique et d'orientation et législatif, c'est le président Bell a été élu en disant « Je veux un bicamérisme rénové, un Sénat plus transparent et plus modeste ». Le bicamérisme rénové, dans la plupart des pays, enfin dans tous les pays dans lesquels vous êtes issus, il y a 2 chambres, la chambre haute, la chambre basse, le congrès, etc. Bon, le Bundestag, le Bundesrat, bref. Mais il ne peut pas y avoir toujours prédominance de l'une sur l'autre. La deuxième chambre, en l'occurrence la Haute Assemblée, le Sénat, ne peuvent pas être la chambre de substitution. Elle doit peser au même titre que l'autre, et notamment sur les dossiers qui sont eux-mêmes typiquement la typicité du Sénat, c'est-à-dire les dossiers qui concernent les territoires et les collectivités territoriales. Nous demandons, nous souhaitons, c'est dans la Constitution, mais nous voulons aller plus loin, que le Sénat ait le dernier mot. C'est au Sénat d'avoir le dernier mot sur l'organisation du territoire national, région, département, commune, intercommunalité, ou tout ce que l'on veut. Et puis, évidemment, un Sénat plus transparent et plus modeste. Vous le savez, si vous avez lu, par exemple, hier, François, le titre c'était « La France cherche 1 milliard, ou le 1 milliard d'euros pour boucler ses comptes, ou le trouver de points dans la cagnotte du Sénat ». Alors, vous voyez bien que, voilà, il y a ça, mais il y a eu plein d'autres choses. Et donc, nous voulons affirmer ici que le Sénat doit être rénové, modernisé et plus transparent. Non pas que ce qui a été fait avant était fondamentalement mauvais, non, mais nous avons une autre approche de la fonction d'élu de la République, de la fonction de parlementaire, qui est une approche dans laquelle il faut être respecté, mais sans privilège. Les Français n'en peuvent plus des privilèges. Ils n'en peuvent plus. Et si l'on veut, comme nous, transformer la politique, réhabiliter la politique, faire en sorte que nos concitoyens aillent voter. Vous avez vu le drame français aux élections locales, régionales, européennes. Moins de 50% des Français vont voter. Mais en même temps, ils ont raison de ne pas y aller, parce qu'ils considèrent que la politique telle qu'elle est menée ne tient plus compte d'eux. Et ils ont tort de ne pas y aller, parce que le droit de vote, c'est un droit qui a été conquis de haute lutte, et qu'il faut aller. Et pour nous, c'est reconquérir cela. Le premier combat que nous menons et la première victoire que nous aurions, c'est que beaucoup plus de Français aillent voter. Ils vont voter pour qui ils veulent. Nous préférons qu'ils votent pour nous, mais en tout cas, qu'ils aillent voter. Et après, si nous arrivons à réhabiliter la politique, alors une fois qu'ils seront allés voter, à nous, socialistes, femmes hommes de gauche, de faire en sorte, par nos actions, nos orientations, parce que nous voulons créer, de faire en sorte qu'ils votent pour François Hollande à l'élection présidentielle. Et le travail que nous menons ici, comme sénateurs,
C'est à la fois ce travail politique et le travail de modernisation et de transparence. Voilà. J'ai été un peu long dans mon introduction, mais je vous écoute et je suis à votre disposition pour répondre aux questions que vous voudrez bien poser. Seulement, j'ai besoin de la question. Appuyez sur votre micro, s'il vous plaît. Que vous se présentez chacun, votre nom, votre média. Peter Lucas, nous précédemment d'Action pour le Salon. Je pose évidemment la question que disent vos collègues de l'Assemblée nationale. Si vous avez l'ambition d'avoir des derniers mots jusqu'à maintenant, c'est toujours l'Assemblée nationale. Est-ce que votre ambition, est-ce qu'elle n'exige pas un changement de la Constitution du coup? Et bien sûr, nous avons la volonté d'aborder cette élection présidentielle en plusieurs étapes. La première étape, c'est de remettre de la justice sociale dans le pays. Les premiers mois de la mandature Hollande seront une grande réforme fiscale. Il faut reconquérir les Français par une réforme fiscale. Il faut qu'aujourd'hui 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Nous voulons que 100% payent, mais que cet impôt soit mieux réparti, que les transactions financières soient fiscalisées, que ceux qui gagnent le plus, quand on gagne 400 000, 500 000, 1 million d'euros, on peut payer plus de 50% d'impôt à notre avis. Et puis quand les grandes sociétés comme Total et autres ne payent pas d'impôt sur les sociétés, il faut y revenir. Donc ça c'est la grande réforme fiscale. Et puis dans un deuxième temps, viendra la réforme des institutions et la réforme territoriale. Et nous voulons passer vers une nouvelle étape de la décentralisation. D'ailleurs, moi qui suis germanophile, je m'appuie beaucoup sur le modèle allemand. Vous êtes, vous, en Europe, les Allemands, une référence dans l'organisation territoriale. Nous ne ferons pas une France fédérale, vous êtes une Allemagne fédérale, parce que ce n'est pas notre histoire. Mais par contre, l'autonomie financière qu'ont les collectivités locales chez vous, les Länder sans aucun doute, mais les Kreis, mais les villes, font que vous avez une visibilité pour gérer. En France, il n'y a pas de visibilité. C'est pas que depuis Sarkozy, hein. C'était déjà le cas avant. Mais ça n'a jamais été aussi important, aussi discriminant, aussi terrible que depuis Nicolas Sarkozy. Aujourd'hui, un exemple sur les dépenses sociales, la différence entre ce que les collectivités locales payent et ce que l'État devrait leur donner, c'est 6 milliards d'euros. Et après, on accuse les collectivités locales d'augmenter les impôts. On a un problème de répartition. Donc, il faudra changer la Constitution, changer les institutions. Nous voulons nous approcher, certains disent, vers une 6e République, d'autres, en tout cas, disent vers une 5e République modernisée. Aujourd'hui, le grand débat qu'il y a en France, il y a un président de la République qui est hyper présent. D'ailleurs, il est tous les 2 jours avec Angela Merkel. On a l'impression qu'ils co-gèrent ensemble les uns et les autres pour des résultats qui, à mon avis, ne sont pas aussi bons que cela, mais c'est dans notre problème. Et un hyper-président doit s'accompagner d'un hyper-parlement. Et pour l'instant, le Parlement français n'est pas à la hauteur de l'agitation du président. Donc il faut que nous reprenions tout cela. Et puis enfin, changement d'institution, parce que, d'abord, changement de conception politique. Vous faisiez l'opposition entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont 2 chambres totalement indépendantes l'une de l'autre. Oui, mais lorsqu'on est dans une même orientation politique, il faut porter les mêmes choses. Moi, je pense, et nous pensons, nous, et c'est ce que indique régulièrement François Hollande, c'est qu'il faut mettre sur le même pied d'égalité l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'y a pas de raison que le Sénat arrive toujours après. D'ailleurs, j'ai plutôt le sentiment que depuis le 1er octobre, je vous le disais, vous en avez plus parlé et d'autres médias en ont plus parlé, et donc le Sénat est en train de peser dans la démocratie française. Monsieur Didier, donc vous pensez que ça peut obtenir ça vous ferait par référendum? Ah non, mais on n'est pas là, madame. On ne sait pas, on n'est pas là pour l'instant. Vous êtes tous très sympathiques et très optimistes, plus que nous d'ailleurs. Parce que lorsqu'un journaliste nous pose des questions, ils nous disent tous qu'allez-vous faire lorsque François Hollande va être élu. Alors est-ce que vous allez faire un référendum? Est-ce que vous allez changer ci, changer cela? On a plein d'idées, hein. Mais avant, il faut d'abord que l'on assure 2 étapes. 2 étapes, c'est le premier tour et le deuxième tour. Gary Kraus, franchise de presse américaine. J'ai bien compris le travail politique, mais concrètement, qu'est-ce que le Sénat peut faire d'ici la période des élections? Je veux dire, en dehors de vraiment la politique politicienne, est-ce qu'il y a un travail concret? Nous essayons justement, monsieur, quand nous voulons réhabiliter la politique,
de bannir de notre langage, de nos actions, la politique politicienne. Parce que nous pensons que la politique c'est beau, c'est bon, c'est noble, qu'il y en a besoin. Et même dans les endroits les plus difficiles, c'est quand même la démocratie politique qui gère les choses. Et donc nous ne voulons pas faire de la politique politicienne. Nicolas Magazine, secrétaire général adjoint de l'APE. Je voudrais, le Sénat est à gauche, comment est-ce que vous, à gauche, vous allez réussir à fiscaliser les transactions financières quand on sait que même les agences de notation en ce moment, ils sont opposées aussi bien en Europe qu'aux États-Unis? Alors, je vais vous répondre par une pirouette cacahuète, puis après par la sérieux. Ça me rassure plutôt que les agences de notation soient opposées. Ça veut dire qu'on est dans le vrai. Parce que moi, nous à gauche, hier, François Hollande a réuni les économistes, on se bat pour une meilleure démocratie, mais on se bat contre la boursocratie. Vous savez, ça ne peut pas être les bourses et les agences de notation qui font la politique. Monsieur Papandréou a été éjecté de façon antidémocratique par Standard & Poor's. Monsieur Berlusconi a été éjecté par les agences de notation. Je suis désolé de vous dire que la Grèce, 2%, la dette de la Grèce est 2% de la dette de l'Union européenne. C'était la contagion par rapport à un système qui fait que, in fine, les agences de notation allaient arrêter de noter entre elles et en rond. Donc le problème, ce n'est pas les agences de notation. Le problème, c'est d'arriver à lancer, à organiser une dynamique. Pourquoi nous sommes assez critiques sur le G20? Parce que ce G20 a été un échec. François Baroin, notre ministre de l'économie et des finances, était à la Haute Assemblée hier en fin d'après-midi pour le bilan du G20. Il dit c'est formidable, Madame Merkel, et excusez-moi monsieur, mais Madame Merkel et Monsieur Sarkozy ont remis l'Europe sur les rails. Mais quelle Europe sur les rails? Quelle décision a été prise au G20? Aucune. Il y a de la volonté, mais il faut avancer. Jean Jaurès disait, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Aujourd'hui, je ne mésestime pas la volonté de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel d'avoir voulu tracer une route. Sauf qu'ils l'ont tracé tout seuls pour se arriver dans le mur. Nous ne voulons pas arriver dans le mur. Et donc notre objectif, c'est de faire cela en rassemblant, pas en divisant, pas en opposant, pas en montrant du doigt les Grecs qui seraient incapables de je sais pas quoi, ou les Italiens. J'enlève la personnalité du cavalier. C'est pas ça la question. C'est comment sommes-nous capables d'entraider. Ce n'est pas une interview main dans la main entre Barack Obama et Nicolas Sarkozy qui va régler le problème. C'est pas le fait qu'ils soient amis. Moi, c'est pas mon problème que Barack Obama soit ami avec Nicolas Sarkozy ou l'inverse. Moi, mon problème, c'est que le président des États-Unis, le président de la France, en relation avec l'Union européenne, en relation avec la chancelière ou le futur chancelier allemand, en relation avec les BRICS, en relation avec la Chine, trace un chemin. Et ce chemin, aujourd'hui, nous pensons qu'il n'est pas tracé. D'ailleurs, si on regarde bien ce sommet du G20, c'était la faillite de l'Europe. Ça a un peu échappé aux médias, mais qu'est-ce qui a manqué dans ce sommet du G20? Où était M. Herman Van Rompuy? Où était l'Union européenne? Où était M. Barroso? On ne les a pas vus. Ce sommet du G20 a marqué l'échec complet de l'Europe libérale actuelle. Elle n'était pas là. On a un soi-disant président, on a un président de la Commission qui, quand il s'agit de mettre des contraintes aux États, le fait, mais quand il s'agit de tracer un chemin, ne le fait pas. Cette faillite de l'Europe, il faut la relever. Et nous pensons que nous pourrons la relever par des alternances politiques et démocratiques. Ceux qui ont mis l'Europe dans le mur, ceux qui ont contribué à amener l'Europe dans la faillite, ne peuvent pas être ceux qui vont la relever. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'en France, il faut une alternance, mais sûrement ailleurs. Il va y avoir des élections en Espagne. Je ne sais pas s'il y a un ami espagnol dans la salle. On se doute bien que José Luis Zapatero risque de ne pas se retrouver à nouveau Premier ministre. Mais ça s'appelle la démocratie. C'est la vie. Et donc il faudra aller plus loin. Et demain, François Hollande, président de la République, avec ses nouveaux partenaires, ses nouveaux confrères, dans l'esprit des institutions, dans l'esprit de l'Europe des 15 et des 17, dans l'esprit de l'élargissement, devra aller plus loin
pour mettre en place une base économique et financière forte. On connaît très bien les divergences fondamentales qui existent entre l'Allemagne et la France, notamment sur la place de la BCE. Il faudra avancer là-dessus. Si nous n'avançons pas, ça ne marchera pas. Et une des raisons sur laquelle il faut aller, c'est la taxation des mouvements. Enfin, comment dans cette planète où on va être 7 milliards, peut-être 9 milliards demain, où on a la moitié des habitants qui n'ont pas accès à l'eau, pas accès à la nourriture, et que de l'autre côté, il y a des pays qui se gavent, excusez-moi l'expression, comment on continue à dire on s'enrichit en dormant, en appuyant sur un clic, on fait fortune. Ce n'est plus possible. Et c'est une des raisons pour réhabiliter la politique. Roger Blongos, Afrique Rédaction. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. En fait, en écoutant votre discours, on voit le pessimiste en bien par rapport à l'Europe actuelle, prônée par les deux couples allemands et français à l'époque de Mitterrand et Helmut Kohl. Et pourquoi aujourd'hui on n'a pas de solution par rapport à cette Europe? Est-ce que c'est l'euro qui a failli par rapport à tout cela? Aujourd'hui, on voit la situation en Grèce, on se demande si ce ne sera pas l'effet de domino et ça va rattraper bien sûr la France. Le seul problème, enfin pas le seul problème, mais le grand problème qu'il y a eu ces derniers temps pour la Grèce, c'était justement d'éviter l'effet domino. C'était pas la dette de la Grèce qui posait problème. C'était si la Grèce fait faillite, entre guillemets, ou a un gros problème, alors ça va entraîner derrière qui? L'Italie peut-être, et puis l'Espagne, puis d'autres, et puis après ça en est fini. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire et dans la construction économique de l'Europe? François Mitterrand et Helmut Kohl, deux grands présidents et chanceliers qui avaient une vision pour l'Europe, mais en même temps, ils avaient des visions diamétralement opposées de la stratégie économique et sociale. L'un voulait l'euro, l'autre ne voulait pas. Le Deutsche Mark est tellement fort qu'il n'avait pas besoin de l'euro. C'est pas que le franc était faible, mais il fallait une monnaie unique afin de permettre de tirer vers le haut cette Europe. Et une fois de plus, enfin pas une fois de plus, mais à cette époque-là, le Royaume-Uni décide de ne pas y aller, et donc ça déstructure l'Europe. Ça la tire vers le sud-est difficilement. Et en même temps, de l'autre côté, Helmut Kohl voulait l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, et François Mitterrand disait jamais, parce que ça ne marchera pas. Et pour arriver à se mettre d'accord, et le symbole de cette poignée de main à Verdun entre l'un et l'autre, c'était de dire, c'est un compromis. Je fais un pas dans une direction, et tu fais un pas dans une direction. Voilà. Donc BCE contre BCE contre euro contre BCE. Et aujourd'hui, il faut approfondir cela. On pense, nous les sociodémocrates européens, les socialistes, nous pensons que ça ne suffit plus, cette construction européenne, que nous avons fait l'élargissement avant l'approfondissement, et qu'à partir de là, nous avons un problème. Mais nous sommes dans une Europe à 27, à 29, donc il faut l'assumer, et il faut aller plus loin. Et dans cette Europe, il ne peut pas y avoir toujours les mêmes qui vont s'en sortir le plus possible, et les nouveaux entrants, qui sont entrés depuis longtemps, quand même maintenant, mais depuis 2004, mais ceux-là qui souffrent le plus. Donc il faut avancer toujours dans cette construction, et nous allons y arriver. Je ne suis pas pessimiste. Je suis pessimiste sur la façon dont sont conduites depuis un an ou deux les discussions internationales, dont nous pensons, nous, qu'elles sont conduites à coup de menton, à coup de com', mais qu'elles ne sont pas conduites dans le fond, que, in fine, rien n'est réglé. Alors, si vous me dites, oui, mais c'est facile, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et cette situation-là, elle est dramatique. Mais c'est justement parce que la difficulté est là qu'il faut faire fi de tout le reste et se dire quel est l'intérêt pour l'Europe. C'est de construire une Europe qui soit plus citoyenne, plus sociale et plus économique au sens de redistribution. Si nous continuons comme cela, moi j'ai pas de souci pour la France. On nous dit le triple A va être, ça c'est billevesé, c'est pas un problème. En France, la France continuera, l'Allemagne continuera, le Royaume-Uni n'en parlons pas, les pays du Bénin, tout ça, ça va fonctionner. Mais on ne peut pas laisser partir à la marge les pays qui souffrent le plus. Donc notre rôle, nous, c'est d'être solidaires pour deux et c'est d'entraîner pour 28, pour 29. Étranger aux élections locales, puisque pour ce faire, il faut avoir 3/5 de majorité au Parlement. Et que tant que le Sénat était à majorité de droite et que le Sénat était opposé, c'est impossible. La seule façon de faire eût été un référendum. Mais le référendum n'aurait pas eu un résultat positif.
Donc c'est pour ça que ni François Mitterrand, ni Lionel Jospin ne s'y sont attelés. Et qu'est-ce qui vous dit que ça va fonctionner? Parce que le 16, je crois que c'est, non, c'est pas le 16 novembre, c'est le 8 décembre prochain, le groupe socialiste du Sénat, avec l'ensemble des groupes de la gauche, présente une proposition de loi qui est dans la suite de celle qui a été votée en 2000 à l'Assemblée nationale, puisque je rappelle que sous Lionel Jospin, une proposition de loi sur le droit de vote des étrangers a été votée à l'Assemblée nationale, mais n'a jamais été votée au Sénat. Elle va l'être dans un mois qui vient. Donc la loi aura été votée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si François Hollande est élu, il la mettra en application par un vote des 3/5. Sur la France-Afrique, je crois vraiment que ce que nous avons vu ces derniers temps ne nous rassure pas. Alors, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, peu importe. Nous, ce que nous voulons, et ce que fera François Hollande, c'est une politique fondamentalement différente des relations entre la France et l'Afrique, entre le Nord et le Sud, comme l'on dit. Nos relations sont tellement fortes, historiques, parfois tumultueuses et tourmentées, mais toujours empreintes de beaucoup de dignité, d'affection, parce qu'il y a tellement d'histoires familiales, d'histoires qui sont nouées entre la France et l'Afrique, que ce lien fort doit demeurer. Et pour qu'il demeure, il doit demeurer non pas comme c'était le cas jusqu'à maintenant, depuis, je ne sais pas, peut-être un siècle, mais il doit faire en sorte que ces relations soient les plus honnêtes possibles, les plus franches, les plus transparentes, et qu'elles aient comme objectif un meilleur être, une meilleure façon de vivre sur les territoires, des meilleures relations entre les peuples, et pas uniquement entre leurs dirigeants. Je ferai le lien entre ce que vous me dites, vous, monsieur, ah ben il n'est plus là, mais ce que venait de me dire votre collègue précédent, il est là-haut, sur la France-Afrique. Si François Hollande élu fait la même politique qui a été menée par les autres depuis 20 ans, alors il vaut mieux que ce soit les autres qui soient élus. Parce que ça, c'est pas la peine. Donc pour la France-Afrique, comme pour la Chine, il y aura des différences. Parce qu'aujourd'hui, les populations, les femmes et les hommes, les êtres humains, doivent être au premier plan, doivent plus compter qu'ils ne comptent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est uniquement argent, gain, productivité, etc. Mais nous sommes des gens qui nous convenons dans la société de marché, nous voulons la transformer, nous voulons transformer le capitalisme, mais nous savons très bien que les choses ne peuvent pas être fondamentalement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc nous ne voulons pas accompagner le capitalisme, nous voulons le changer. Mais il faut aussi changer nos mentalités et nos modes de faire de la politique. Bonjour. Vous êtes sénateur? Pardon? Vous êtes sénateur? Non, je suis journaliste. Je préfère être sénateur. Personne ne sait pour moi. À la base du Sénat. C'est le sacre sein où tout le monde peut prendre par cooptation. Ah, vous avez de la chance alors. Quand tu vois ces gens-là travailler, l'avantage que nous avons, c'est que c'est ça que nous pouvons apporter à nos pays. Regardez, les gars, ils bâtissent, on investit pour l'avenir quotidien. On n'est pas en costume cravate de lundi à lundi, dans des humeurs, alors qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Non. Justement, on voyait avec le badge S et on se demandait pourquoi il n'était pas monté. Oui, tout à fait. Je dois rappeler. Le feu se propageait non pas de fait en isolant
les territoires en coupant le terrain, en évitant de la propagation du feu. L'intervention au stade, au début de l'incendie, bombardier d'eau, nous disent tous les experts, je dis bien tous les experts, n'aurait eu aucun effet, puisque aussi bien une masse d'eau qui frappe le sol, on va par là. ruisselé, n'aurait rien d'interaction. Il est apparu qu'il y avait des perspectives d'extinction du feu et que par conséquent les bombardiers d'eau pourraient trouver une utilité afin de matraquer et d'éteindre des reprises. Ils ont été envoyés. Vous en aviez demandé un, j'ai pris la décision d'en envoyer deux. Très bien. Monsieur Nicolas Bina, bonjour. Bonjour, nous sommes bonjour dans Afrique Rédaction et bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Rédaction. Très bien, merci. Alors nous sommes dans la très grande salle du Sénat. La salle des conférences. La salle des conférences, bien sûr. Vous avez eu l'entretien avec le vice-président du Sénat. Dites-moi, la première impression de sa conférence de presse. Cette impression, recevoir la presse étrangère, c'est une chose très bien, surtout en tant que secrétaire général adjoint de cette institution qui existe depuis le 19e siècle, plus de 400 journalistes, plus de 66 nationalités. C'était assez impressionnant de voir la mutation que le Sénat est en train d'opérer par le fait que la Bastille soit prise par les socialistes. Et le vice-président, ce que j'ai apprécié, c'est sur les questions entre les relations entre la France et l'Afrique et les questions de biodiversité aussi, ce qu'on retient, nous qui venons des pays du Sud, et qui sommes très marqués par la relation entre les pays francophones, africains et la France, et que les socialistes, majoritairement au Sénat, sont déterminés à changer la vision politique qui est celle traditionnelle de la France-Afrique, si on peut dire ainsi. On a vu quelqu'un qui était droit dans ses bottes et une volonté chevillée au corps de changer les choses. Et ça, on attend confirmation par l'élection présidentielle, si tant est que François Hollande soit élu, pour voir un réel basculement de la politique, on va dire, entre la France et les pays africains. Il y a une question concernant la Franc-Afrique. Ça a toujours été dans des discussions de journalistes africains. Et vous avez entendu les réponses de ces vice-présidents. Quelle est la lumière tirez-vous sur ces réponses? Est-ce qu'il a bien répondu ou il a essayé de dire que voilà, tant bien que mal, ça va continuer, c'est Franc-Afrique? Ce qu'il a dit et ce qu'on retient, c'est que eux, au niveau du Sénat, sont déterminés à changer les relations qui existaient aujourd'hui et que si d'aventure François Hollande était élu président de la République, plus que jamais, il y aurait un changement radical des relations entre la France et l'Afrique. Et je crois d'ailleurs qu'il était mal à l'aise de dire la France-Afrique en tant que telle, c'est de dire la détermination qui est sienne, de voir les choses changer, de voir une véritable coopération entre la France et les pays africains francophones. Est-ce que ça va continuer de s'appeler France-Afrique? Je ne pense pas, mais ça va rester dans les esprits que c'est la France-Afrique, parce que toute action qui sera faite par la France et qui sera perçue comme les Africains comme une action en position dominante sera perçue comme la France-Afrique. Alors, je voudrais simplement dire, comme disait notre ami de la lettre du continent, le patron, c'est que la France-Afrique est comme un bateau qui est en pleine vitesse de croisière, mais dont on a coupé les moteurs depuis longtemps. Il échouera quelque part un jour, et ça, je le pense, et en l'écoutant, j'ai l'impression qu'il pense la même chose. C'est une belle métaphore. Dites-moi, on va rester dans la puissance même de ces continents africains. Il y a l'Union africaine. Vous êtes nommé. Dites-moi, parlons-nous un peu de votre nomination. C'est que l'Union africaine a décidé de faire un séminaire de journalistes de haut niveau sur les questions de sécurité et de paix en Afrique et a décidé de ce fait de mettre en place un réseau. L'Union africaine a 6 régions, le centre, le sud, le nord, l'est, centre, sud, est, ouest, nord, diaspora, et chaque région avait 2 coordinateurs. Et dans le cadre de la diaspora, j'ai été élu comme l'un des coordinateurs de la diaspora avec une consoeur de Vox Africa, chaîne de télévision basée à Londres. Et ça faisait 12 grands électeurs qui, eux, devaient mettre en place un bureau permanent, composé d'un président, d'un vice-président et d'un secrétaire. Je suis ravi de pouvoir dire que, étant à la fois membre de la diaspora, j'ai intégré le bureau à l'unanimité comme secrétaire
de cette nouvelle entité, et ce qui va nous amener donc à mettre en place ou à porter haut et fort les problèmes de paix et sécurité qui nous sont chers. Quand on connaît la problématique de la résolution des conflits en Afrique, si nous pouvons apporter notre concours, notre regard de médias à l'Union africaine pour qu'elle comprenne qu'il y a d'autres prismes d'analyse qu'une analyse complètement, uniquement fonctionnarisée de l'Union africaine, je crois que ce serait de bon augure. Et pour cela d'ailleurs, je crois qu'on va tenir comme ça dans l'idée avec les confrères de la diaspora une première réunion concernant les questions de paix et de sécurité, quand on sait qu'il y a la RDC qui arrive, et ce serait bien que tous les confrères de la diaspora on fasse une grande réunion, un petit forum sur les questions de paix et de sécurité. On va proposer ça au sein du bureau qui sera proposé à l'Union africaine, et je crois qu'ils vont nous soutenir dans cette démarche. Et on va rester sur la RDC parce que vous avez parlé de la RDC. Il y a des tensions aujourd'hui en RDC. La communauté internationale en appelle aux élections apaisées. Or, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on va vers une catastrophe. Mais oui et non. Oui, dans le sens où on sait pertinemment que ce sera difficile d'avoir les élections apaisées en RDC parce qu'il y a beaucoup de fractions rivales. Il y a beaucoup qui réclament le pouvoir parce qu'on considère le président actuel comme illégitime. Alors, il sera difficile pour cela d'avoir une autre planche de traitement de l'information que celle-là. Dans ce cas, on peut considérer que ça serait difficile d'avoir les élections apaisées. Mais je suis très optimiste dans le cas de la RDC parce que mon problème n'est pas d'aimer ou de ne pas aimer Kabila, c'est de dire mais d'où était la RDC et où est la RDC maintenant et comment la RDC dans son ensemble se projette. Et j'ai remarqué l'engouement qui est celle de mes frères et confrères de RDC quand on parle de leur pays parce que c'est viscéral. Qu'ils aiment Kabila ou pas, il y a une chose que tous souhaitent, c'est que la RDC soit autre chose que ce qu'elle a été hier et ce qu'elle est maintenant. Donc je peux, à partir de là, déduire que ces élections seront beaucoup plus apaisées qu'on ne le pense, parce que il y a une grande sagesse en RDC. Il ne faut pas avoir un regard, un prisme externe de la RDC quand on sait ce qu'elle a eu à vivre et ce qu'elle ne veut plus vivre, ça quoi, les bonnes sangs. Et quand on est à Kinshasa, il y a une chose qui est certaine, c'est que personne ne veut vivre des bonnes sangs et ils ne sont pas prêts à recommencer. Ils ont besoin d'une RDC forte en Afrique centrale, parce que toute l'Afrique, à la fois centrale et dans sa globalité, a besoin d'une RDC forte. Nous utilisons tous les téléphones portables et tout, et on sait que la matière première vient des RDC. Nous avons besoin d'une RDC apaisée et nous en appelons à cela. Alors, pour la RDC, il nous reste encore avec une question sur la RDC. J'ai lu un article sur Jeune Afrique parlant de ivoirisation de la RDC. C'est-à-dire qu'il y a le spectre de la Côte d'Ivoire plane sur la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est très mal connaître. C'est très mal connaître la RDC. C'est très mal connaître ceux qui vivent en RDC. C'est très mal les connaître. S'ils ont une chose qu'ils ne souhaitent plus, c'est revoir des bonnes sangs en RDC et ne sont pas prêts à recommencer. Même quand notre aîné Tshisekedi remplit un stade, ça ne veut pas dire qu'il acceptera de remplir un stade pour appeler les gens à aller massacrer les autres. Je ne le pense pas un seul instant. Ce sont des gens vraiment responsables. Les gens responsables. Les gens responsables. Alors, restons toujours dans les élections. Vous venez du Cameroun. Vous avez été, bien sûr, observateur, l'un des observateurs de ces élections. Vous avez géré une circonscription, je crois que électorale. Un bureau. C'était à Paris, oui. Très bien. Alors, il y en avait 4. Alors, parlons rapidement. Parlons-nous un peu rapidement de ces élections. Il y a la victoire de Paul Biya, et bien sûr, c'est accepté par certains Camerounais. Et d'autres ne l'acceptent pas. Voilà, tout à fait. Mais moi, d'abord, j'avoue que c'est un concours de circonstances que je sois dans un bureau comme observateur Bellecam, ce que je n'ai pas demandé. Ça, il faut le préciser. Maintenant, ce qui m'intéressait dans ce bureau de vote, c'était quand on parle de fraude électorale, c'est comment est-ce qu'elle se manifeste. Moi, j'ai observé que les Camerounais qui sont venus, ils ont choisi celui qu'ils estimaient être le meilleur à même de continuer. Je veux dire que ceux qui sont des pro-Biya ont choisi que c'est Paul Biya. Et ça, au niveau de l'Europe et de Paris en particulier, il n'y a pas eu besoin de tricher pour qu'il ait une victoire. Il est sorti premier à tous les coups.
Et ça, je veux dire que tout ce qui était, puisque tout se passait devant les caméras, ça veut dire que rien qu'au niveau de Paris, moi, ce que j'ai vu, pas entendu, ce que j'ai vu, parce que je peux produire les éléments, il a gagné. La plupart, il y avait 23 candidats, alors ça faisait 23 opposants qui estiment qu'il y a eu trucage des élections. Mais ils ont à la fois raison et ils ont tort. Raison parce qu'ils ont vécu ça, et moi j'ai tort parce que je ne peux pas parler de la politique interne puisque je ne vis pas et j'ai pas vu. Mais je ne peux que dire ce que j'ai vu dans le bureau numéro 2. Il y avait 4 bureaux de vote à l'ambassade du Cameroun et ça se passait devant tout le monde. Devant tout le monde, s'il fallait redépouiller, on a tout redépouillé. S'il fallait passer toute la nuit, on passait toute la nuit, parce qu'il ne s'agissait pas d'être pro ou anti, il s'agissait de dire, moi, de toutes les façons, dans mon bureau de vote, il faut qu'il y ait 0 trucage. Tout doit être clean. Et tout en étant clean, Biya est sorti devant. Le deuxième, c'est Kawala. Kawala est de l'opposition. Il est sorti numéro 2. Devant les barreaux, comme Jean-Jacques Ekindi, Kawala est sorti deuxième. Donc, est-ce qu'on peut parler de démocratie? Je peux dire oui, au niveau de mon bureau de vote, voilà les résultats, et ça, on peut sortir des éléments de preuve. Au niveau du Cameroun, je ne peux rien dire parce que j'ai pas été, j'ai, comme tous les Camerounais qui vivent à l'extérieur, observé ce qui a été écrit, ce qui a été rapporté par les confrères, c'est-à-dire, il y aurait des fraudes de ci et de là. Mais je n'y étais pas, donc je ne peux porter attention que ce sur quoi. Alors les tensions en Afrique, alors on va terminer avec la Côte d'Ivoire et la Libye. Et un mot. La Côte d'Ivoire, moi je reste certain que l'Union africaine a décidé que Ouattara avait gagné les élections. Ça c'est la position de l'Union africaine. Et dans le cadre de la Libye... C'est pas la vôtre. Non, c'est pas que ce soit pas la vôtre, c'est que je m'aligne un peu derrière cette décision. Une fois de plus, j'ai été un observateur externe des élections en Côte d'Ivoire. On a vu les pro-Ouattara dire que c'était faux, qu'ils avaient gagné. Une fois de plus, c'est dit, on ne pourra pas refaire les élections, mais on pourrait à l'avenir éviter que certaines choses se passent. C'est pour ça que je trouve salutaire que l'Union africaine ait décidé de mettre en place un réseau de journalistes de haut niveau sur les questions de paix et de sécurité. Parce que le premier facteur qui entraîne l'insécurité et le manque de paix, c'est quoi? C'est l'insalubrité, c'est le fait que les gens ne vivent pas à leur aise, c'est le fait qu'un pays ait beaucoup de... C'est la mauvaise répartition des richesses dans un pays. Bon, à partir du moment où on arrive à ça, moi je veux bien qu'on me dise de la démocratie, mais si les gens ne mangent pas à leur faim, c'est la démocratie qu'ils vont appliquer, c'est quand même... je pense que c'est pas ça. Dans le cadre de la Libye, ce que je regrette, c'est que la résolution de l'Union africaine dans le cadre du sommet de Malabo a été claire, d'une façon unanime. C'est la question libyenne, la résolution de la question libyenne, elle est politique et non armée. Et on sait qu'il y a une feuille de route qui avait été acceptée par le défunt Kadhafi et que n'avait pas accepté le CNT. On ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, le CNT est... On a foulé au pied les résolutions et la résolution de 1973. On a foulé au pied les résolutions de l'Union africaine. On aurait peut-être pu laisser une chance à l'Union africaine de voir si Kadhafi, ayant accepté la feuille de route de l'Union africaine, n'allait pas la faire appliquer. Et sa mort aujourd'hui? On la déplore tous. On ne peut pas, quel que soit ce qu'il a représenté. Je voudrais simplement dire que au moment où, pendant 14 ans, l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI, les groupes bancaires avaient refusé de prêter l'argent du continent africain pour avoir un satellite, Kadhafi avait décidé, 14 ans après, de mettre 300 millions de dollars sur la table. L'Afrique de l'Ouest a mis de l'argent. Voilà comment est-ce que nous avons eu le premier satellite. Et comme on dit souvent, ok, les gens sont mauvais, mais si dans tout ça, il y a une seule chose que quelqu'un a fait de positif, il faut que nous, Africains, nous sachions le souligner, pardon. Voilà ce que je peux dire sur la Libye. Et qu'aujourd'hui, la Libye est en train de repartir, la Côte d'Ivoire est en train de repartir, nous ne pouvons que faire confiance, parce que la Libye est en Afrique. Mais il paraîtrait qu'il a été tué à cause du dinar d'or. Il paraîtrait, chers confrères. Mais nous sommes confrères, dont nous sommes témoins. N'écoutons plus. L'Afrique ne se raconte pas, elle se vit. Nous vivons un certain nombre de choses et nous rapportons ce que nous avons vécu sur le terrain tel quel.
la raison pour laquelle vous avez été nommé d'ailleurs. Hein. J'estime. Et avec votre compétence, on va voir beaucoup plus clair maintenant au niveau en termes journalistiques. J'espère, parce qu'il y avait vraiment des journalistes, je veux dire, qui me dépassent, mais de très loin, voire qu'ils ont décidé qu'au niveau du secrétaire général, je sois là. J'avoue avoir été le premier surpris et agréablement surpris parce que très honnêtement, je ne pense pas avoir une compétence, je ne pense pas être une telle lumière que je rejaillis sur tous ces gens que je voyais la première fois et qui décident. Qu'à cela ne tienne, je crois qu'ensemble, nous devons avancer. Et dans le cas de la RDC, pour revenir, je suis aussi quelque part ivoirien de la RDC, du Cameroun. Et l'affaire du continent africain, ce n'est pas une affaire externe, c'est la nôtre. Nous devons nous saisir de cela, et en tant qu'homme de médias, nous devons nous saisir de cela pour que plus jamais on ne laisse les vannes ouvertes. Chaque fois que nous avons laissé les vannes ouvertes, nous sommes sujets à des catastrophes. Merci infiniment Nicolas Abena. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint de l'APE, Association de la presse étrangère, également président et rédacteur en chef de e-magazine. Merci à vous, vous êtes nommé, vous venez d'être nommé à la tête de la presse. Au niveau de l'Union africaine, voilà. Ce réseau à qui je souhaite très longue vie et qui doit survivre aux individus. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Et nous sommes, je rappelle encore, nous sommes bien sûr le jeudi 10 novembre et au Sénat. Nous sommes Merci mille fois. Merci. Nicolas Abena, e-magazine, Roger Bongos, Afrique Rédaction. Une question commune. Aujourd'hui, vous êtes majoritaire au Sénat. Comment est-ce que vous entendez commencer à changer la vision des relations entre le continent africain au niveau du groupe d'amitié du Sénat, la France et l'Afrique? Alors, d'abord, ça se passe au niveau du pays, au niveau de l'État. C'est le gouvernement, le président de la République qui définit ce genre de relations. Ça ne peut en aucun cas être des parlementaires, ça, bien évidemment. Mais nous avons des idées. Et dans le cadre des groupes interparlementaires d'amitié, c'est pas avec l'Afrique, c'est avec des pays, les pays d'Afrique. Chacun a un groupe d'amitié. Et ça, c'est au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat. Du Sénat, il y a 60 groupes d'amitié. Et dans les 60 groupes d'amitié, il y en a plusieurs et nombreux qui sont en relation avec les pays africains. Je pourrais d'ailleurs vous faire passer la liste. Ça, c'est à part, mais je pourrais vous faire passer la liste. Et donc, nous sommes là aussi pour raffermir, renforcer les relations entre, non pas les États, ce n'est pas notre rôle, mais entre les parlements de ces États, entre les forces vives, entre les forces démocratiques, parce que des relations modernes aujourd'hui entre les pays au XXIe siècle, ce ne sont pas des relations de dominants à dominés, ce ne sont pas des relations de ceux qui vont donner des leçons à d'autres qui vont subir ces leçons. Ce sont des relations entre États, entre gens adultes, fait de respect, de compréhension. On peut ne pas avoir la même culture, on peut ne pas avoir la même histoire, mais avec l'Afrique, nous partageons tellement de choses communes. La colonisation, puis la fin de la colonisation, et tout ce que nous voulons faire, la démocratisation de nos relations, la démocratisation de ces pays, qu'il faut les respecter, il faut que chacun se respecte. Une dernière question concernant la RDC, il y a l'aide de la France par rapport des élections libres et transparentes, surtout à peser en RDC. Comment vous, au niveau du Sénat, vous allez peser pour que, d'une façon effective, ou alors est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui de faire en sorte que la France, dans sa globalité, apporte une aide subséquente pour que ça se passe bien en RDC? Nous ne pouvons pas peser directement, je ne vous raconte pas d'histoire, on ne peut pas peser directement. C'est l'État français. Par contre, nous pouvons, nous, parlementaires, sénateurs, inciter l'État français à faire le mieux possible. Et puis surtout, lorsqu'il y a des élections libres dans des pays, bien souvent, il y a des parlementaires français qui vont assister, on dit contrôler, surveiller, ça ne veut rien dire, mais assister, participer à ce grand élan démocratique et voir si vraiment les élections se passent de façon démocratique et libre ou si elles sont un peu orientées, comme cela peut se faire de temps à autre. Monsieur le vice-président, nous allons parler de l'élection, des élections des minorités, on va dire des étrangers en France au niveau de poste local. Est-ce que vous allez réussir à faire passer nous allons réussir. Vous allez utiliser le 49.3 ? Non, nous allons réussir parce que nous sommes motivés
Et nous allons réussir pour une bonne et simple raison. C'est que le Sénat a changé de majorité. Pourquoi François Mitterrand, lorsqu'il l'avait proposé en 1981, il y a 30 ans, il y a 30 ans il l'avait proposé, il n'a jamais pu le faire. Pourquoi Lionel Jospin, qui l'avait remis à l'ordre du jour en 1997 et qui a fait voter une loi à l'Assemblée nationale, n'a pas réussi? C'est pas une carotte électorale? Pas du tout, tout simplement. Au contraire, ça peut parfois même être difficile d'annoncer clairement dans un combat électoral que nous allons donner le droit de vote aux étrangers. Mais nous le faisons par conviction, parce que nous pensons que des étrangers, quel que soit leur pays, qui vivent là, qui payent leurs impôts, qui travaillent, bien souvent d'ailleurs même qui sont au chômage, doivent participer à l'élection démocratique, aux élections locales, pas à l'élection nationale qui doit être réservée aux Français. Si on veut y participer, on se fait naturaliser, mais aux élections locales. Nous n'avons pas pu le faire en 1981 et en 1997 parce qu'il n'y avait pas la majorité requise au Parlement, puisque le Sénat de droite avait toujours refusé. Dans 15 jours, le Sénat va voter une proposition de loi présentée par les groupes de la majorité sénatoriale pour faire voter ce texte. Il sera donc voté en 1999 à l'Assemblée nationale, en 2011 au Sénat, et si François Hollande est élu président de la République, il pourra reprendre cela et réunir le Congrès, c'est-à-dire tous les parlementaires qui doivent voter au 3/5e pour le faire. Et là, il y a la possibilité, puisque la gauche a la majorité pour le faire. Vous êtes un vice-président moderne, on peut le dire, puisque vous avez votre iPod en main, vous devez dire. Qu'est-ce que c'est qu'être socialiste aujourd'hui dans un monde dominé par la finance? Eh bien, c'est justement penser que ce ne sont pas les agences de notation et ce n'est pas la finance qui doit faire et défaire les majorités politiques ou faire et défaire les États. C'est bien aux politiques de le faire dans le cadre de ce que nous voyons tous les jours, des contraintes. Les gens de gauche, comme moi, les femmes et les hommes de gauche, les socialistes, ils veulent regarder ce qui se passe. Il faut faire baisser les dettes abyssales que nous avons, mais ce n'est pas l'essentiel. Il faut que la politique reprenne pied dessus et que ce ne soit les politiques qui décident, qui dirigent. Ça ne peut pas être les agences de notation, les banques. Quand il y a eu une crise, que l'État français a donné 16 ou 18 milliards aux banques, enfin prêté plutôt, on l'a fait sans dire nous voulons être dans les conseils d'administration pour voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, les banques sont là parfois pour nous aider, mais parfois pas pour nous aider. Et donc nous pensons que la force de la gauche, ça sera d'être capable de dire aux grandes institutions bancaires, attention à ne pas franchir la ligne jaune, parce qu'il faut prêter de l'argent, aider nos concitoyens pour leur développement familial, pour leur développement public, mais il faut aussi faire en sorte que les États se développent. Ils ne peuvent pas se faire contre les banques. Ce n'est pas aux banques, aux agences de notation de diriger les pays. Si Hollande n'était pas élu, ce serait une catastrophe. Nous continuerions le combat. Vous savez, nous sommes dans l'opposition depuis 2002. Avant, nous l'avions été très longtemps. Ça fait 23 ans ça fait 23 ans que la France n'a pas gagné une élection présidentielle. Là, nous pensons qu'elle doit le faire. Afrique Rédaction et Magazine vous remercie. Merci à vous. Merci, monsieur le vice-président. Nous venons d'assister, on va dire, en différé à l'interview du vice-président de l'Assemblée nationale et nous avons bien suivi sur les questions de la France à l'Afrique, la détermination une fois de plus du Sénat qui a basculé à gauche, changer ses relations. On a vu sur le droit de vote des étrangers, ils sont chevillés au corps, déterminés à faire en sorte que ça change. Et on comprend aussi que dans le cadre où François Hollande n'est pas élu président de la République, ils sont déterminés à continuer un combat dans l'opposition, mais aujourd'hui majoritaire au Sénat, qu'ils ont commencé, cela il y a 23 ans, on ne peut que leur souhaiter bon vent. Nicolas Bénin, Afrique Rédaction et Magazine, depuis la salle de presse du Sénat. Je suis ravi, je veux dire que quand on parle de la France, de la diversité, on n'imagine pas qu'au Sénat, la première chambre, il y en a deux, la chambre haute et la chambre basse, on puisse trouver des gens qui sont nés ici, mais dont les parents sont issus de l'immigration, et je suis ravi de trouver une de nos sœurs, camerounaise, par ses parents, mais qui est française et attachée parlementaire. Comment vous définissez il y a combien d'attachés parlementaires comme vous sur l'immigration ici, au Sénat? Alors j'ai trouvé mon compatriote aussi qui vient du Cameroun, un sénateur Guyane. D'accord. Sinon on a quelques-unes qui sont ultramarines, outre-mer, des sénateurs outre-mer. Comment votre nom face à la caméra? Caroline Adebo, 39 ans, travaille au Sénat depuis 2005 et voilà.
voilà, auprès de Gérard Nickel, qui est sénateur du Lot, président du Conseil général, ancien questeur au Sénat. Alors quand vous avez vu le Sénat basculer à gauche, ça vous a fait peur? Vous vous êtes dit ouf? Je suis de gauche, je suis socialiste. Vous vous êtes retrouvés. J'ai eu quelques larmes d'ailleurs qui ont été filmées par la chaîne parlementaire. J'ai eu 2 interviews parce que ça a été vraiment un très grand moment pour moi, pour nous, hommes et femmes de gauche, militants. Enfin, un renouvellement au niveau de la présidence du Sénat et une possibilité de combattre les lois votées par la droite, en tout cas proposées par la droite. Donc, notamment, je pense à la réforme territoriale qui est une aberration, en tout cas qui a été mal enclenchée. Voilà. Donc ça a vraiment été... j'ai versé quelques larmes. Et vous nourrissez l'espoir que François Hollande soit élu président? Je suis en plus un soutien de François Hollande, donc j'ai fait la campagne des primaires citoyennes et j'ai fait aussi la campagne de François Hollande. J'ai cru comprendre que vous étiez candidate vous-même à la candidature. Oui, alors je ne vous dirai pas où, d'accord. Mais vous l'êtes, je suis candidate à la candidature, a priori c'est bien parti, que je sois désignée par mon parti pour représenter donc le Parti socialiste aux prochaines élections législatives en 2012. Alors ce qui est curieux, c'est que quand on voit aujourd'hui des ministres issus de l'immigration, on ne pense pas à la gauche. Pourtant c'est la gauche qui devrait le faire. C'est plutôt Nicolas Sarkozy, avec Nicolas Sarkozy qu'on voit des hauts postes. On a vu Rachida Dati et d'autres encore, Ramayal, ambassadeur. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part il y a tromperie sur la marchandise quand on parle de la gauche et de l'immigration? Non, je pense que d'abord d'une part, ce que Nicolas Sarkozy a fait, c'est vrai que c'est parti, je dirais presque d'un bon sentiment, mais ça a été plus de l'affichage. Quand on voit aujourd'hui le résultat les membres de son équipe aujourd'hui, à part Nora Berra et peut-être la ministre d'Outre-mer, non, il n'y a personne d'autre. Donc ça a été pas mal d'affichage. Mais on n'a jamais vu ça avec François Mitterrand. Alors attendez, on a quand même eu un ministre, Roger Bambouk, on a eu Kofi Niam après Bambouk. Voilà, donc, mais en même temps, on n'a jamais vu. Et c'est vrai, il faut reconnaître qu'au sein du Parti socialiste, est-ce que c'est la crainte, la peur? Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a quand même eu pas mal de difficultés pour promouvoir un peu la diversité et notamment au niveau du gouvernement, des gouvernements qui se sont succédés. Mais là, j'ai bon espoir parce que au sein de notre parti, on a quand même procédé à un renouvellement, je dirais, des règles pour promouvoir la parité, le renouvellement générationnel et la diversité. Mais quand on voit le staff de campagne de François Hollande ou de son staff de gouvernement, on ne voit personne issu des minorités. Vous avez les proches qui l'ont suivi. Il y a, comment s'appelle, Fawzi Lamdaoui, qui est un proche de François Hollande et qui est toujours avec lui. Ça fait vous avez, moi je vois, hier j'avais une réunion notamment... Non, mais quand on voit l'affichage actuel de François Hollande... Il y a Safia Autocoré. Ça fait 2. Safia Autocoré, voilà. Il y a qui d'autre Je réfléchis. Il y a vous moi je ne suis pas dans son staff de campagne. Est-ce que vous espérez d'avoir quelque chose d'ici là? Espérer non. Moi ce que je souhaite c'est que la gauche, que François Hollande gagne les élections de 2012 pour qu'on puisse mettre enfin en place une autre politique pour redresser économiquement le pays, pour remettre la jeunesse au cœur et l'éducation au cœur de l'action politique, pour, je dirais aussi, remettre un peu de justice sociale, parce qu'on se rend compte que la droite aujourd'hui a fait de la casse sociale, a donné aux plus riches plus de 75 milliards d'euros. C'est un discours bien rodé. Non, c'est pas un discours bien rodé. En travaillant au Sénat, en voyant passer les projets de loi de finances du gouvernement, de l'État, oui, on a vu ces cadeaux-là. Donc c'est pas un discours rodé, c'est une réalité. Sinon, je l'aurais pas dit. Mais c'est aussi ça, les rencontres au Sénat c'est comme, comment dire, ce fameux chocolat, on voit, c'est pas n'importe quoi, et les surprises, c'est aussi celle-ci de voir les attachés parlementaires dont les parents sont issus d'immigration, qui sont pleinement françaises, et il faudrait peut-être que l'on prenne acte, et que à la fois les journalistes et les politiques ne disent plus, enfin, c'est quelqu'un d'origine, alors que la personne est pleinement française et mérite la place qui est la sienne, ce titre de cet attaché parlementaire qui démontre sa capacité à être attaché parlementaire parce qu'elle a un background qui permet de l'être.
depuis une fois de plus, la salle de presse du Sénat, Afrique Rédaction et Magazine. Merci. Bonjour et bienvenue sur Afrique Rédaction TV, Magazine. Jeudi 10 novembre, il est 17h à peu près de l'après-midi. Nous sommes au Sénat français où nous avons rencontré le vice-président du Sénat, nouvellement basculé à gauche, et ça nous a permis de comprendre un tout petit peu le fonctionnement du Sénat. Nous avons discuté avec lui des questions diverses et variées, notamment les relations entre la France et les pays africains dans la mutation actuelle portée par l'élan de changement. Il espère simplement que la République sera dirigée prochainement par François Hollande comme président de la République pour accentuer les réformes qu'ils veulent mettre en place. Ça nous a permis aussi de comprendre qu'au Sénat, on pouvait trouver à compétences égales des gens dont les parents sont issus de la diversité, qui sont français et qui sont attachés parlementaires.